Ok, on va démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Grégory Pohu, directeur des activités CITS du groupe Viveris. Et je vais animer aujourd'hui la conférence nommée Mobilité autonome et connectée, êtes-vous V2X ready? Alors je suis heureux d'animer cette première conférence finalement du CIDO sur ce thème, et en particulier pour cette première instance du CIDO à Paris. Et pour ce faire, j'ai la chance d'être entouré par des experts du sujet, dans leur domaine. Alors, Anita Arama, qui va nous rejoindre, qui finit une autre réunion qui arrive, qui va essayer de rentrer discrètement, autant que faire se peut en tout cas. Également Arthur Fraisse, ingénieur système chez Viveris Technologies. Arthur. Guirec Morvan, responsable du pôle des systèmes d'information de la DIR Ouest. Alors, il y a une petite erreur sur le slide, aucun rapport avec Viveris Technologies. La DIR Ouest, donc direction interdépartementale des routes de l'Ouest, mais il précisera tout à l'heure. Et également André Perpet, à ma droite, CEO de NeoGLS. Alors je vais commencer par remettre un peu de contexte, puisque tout le monde n'est pas forcément expert technique ou fonctionnel des CITS. Alors quand on parle de CITS, on parle de... Enfin l'acronyme signifie Collaborative Intelligent Transport Systems. Donc vous avez compris, système de transport intelligent et collaboratif. Et pour refaire un tout petit peu d'histoire, juste quelques secondes, il faut revenir dans les années 2000, donc il y a maintenant une petite vingtaine d'années quand même, ou une bonne vingtaine d'années, après avoir imposé des équipements de sécurité que je qualifierais de post-accident. Je pense notamment à des ceintures de sécurité, à des airbags, à des renforts dans les véhicules. L'Europe et la France ont souhaité réduire encore plus la mortalité sur les routes. Et finalement, le seul levier, c'était non plus d'intervenir pendant ou après l'accident, mais, ou en tout cas, un levier important, c'était d'anticiper et même d'éviter les accidents. C'est l'avènement du véhicule communicant qui finalement partage l'information pour alerter d'un risque, voire assister activement, idéalement, le conducteur dans sa conduite. Donc. Alors, aujourd'hui, on sera à relativement court terme à peu près tous touchés par le sujet sans même forcément le savoir, puisque d'ici peu, l'Euro NCAP, qui donc qualifie quelque part la sécurité, c'est des tests qui permettent de qualifier la sécurité des véhicules, à horizon 2025, impliquera d'ajouter des nouvelles fonctions dans les véhicules, de manière à pouvoir justement anticiper des accidents ou agir potentiellement à la place du conducteur, pour minimiser un accident. Donc ces tests qui arriveront dans quelques années, alors même s'il y a déjà des prémices qui existent, permettront pour les constructeurs qui le souhaitent en tout cas d'obtenir la fameuse 5e étoile Euro NCAP, ce qui n'est pas un argument négligeable pour eux. Voilà, donc j'ai à peu près fini pour l'introduction. Juste pour compléter un petit peu, dans un monde CITS, donc on parle de véhicules connectés. Alors véhicules connectés entre eux ou connectés avec de l'infrastructure ou encore autre chose. On verra, il y a beaucoup de cas d'usage. On généralise avec le V2X, X pour Everything, véhicule to Everything. Dans ce domaine-là, donc, les véhicules sont connectés entre eux, partagent des informations, anticipent des événements. L'infrastructure elle-même est renforcée par des capteurs qui remontent des données, comme des informations qui proviennent de feux, des feux tricolores connectés, des caméras de surveillance intelligentes, etc. Enfin, on verra qu'il y a beaucoup de cas d'usage possibles. Et Anita nous a rejoint pour l'introduction. Très forte, Anita. Donc, si tout le monde comprend bien les cas d'usage véhicule-centriques, et notamment, par exemple, le fait d'informer d'un freinage d'urgence qui intervient un peu avant notre véhicule pour pouvoir anticiper, finalement, en amont, anticiper l'accident. Je vais me tourner pour la première question vers Guirec. Finalement, puisqu'on a la chance d'avoir un gestionnaire routier aujourd'hui, enfin la DIR Ouest, tu vas pouvoir d'ailleurs peut-être préciser un petit peu ce qu'est la DIRO. Quels sont les usages des CITS pour un gestionnaire comme la DIR Ouest? Bonjour. Donc, juste quelques secondes pour présenter la DIR Ouest. Donc, nous sommes opérateur routier d'État. On dépend du ministère de la Transition écologique, l'ancien ministère de l'Équipement, pour ceux auxquels ça parle plus. Donc, les voitures oranges. Donc, aujourd'hui, il y a 11 DIR en France. Et nous gérons donc la partie Grand Ouest avec 1500 km de route à peu près. Et dont 1200 routes à deux fois deux voies. On a 2000 ouvrages d'art
et environ 400 échangeurs. Donc c'est quand même une infrastructure réseau routier national qui est assez conséquente. Et quand le projet CITS est arrivé et pour lequel nous avons été site pilote, donc c'était pour répondre à des problématiques très, très importantes dans le sens où elles touchaient à la sécurité des usagers de la route, à la sécurité de nos agents, bien sûr, quand ils sont en intervention. Parce qu'il faut rappeler que l'année dernière, il y a eu quand même 19 000 interventions sur le réseau routier de la DIR Ouest. Donc les enjeux et les problématiques sont importants au regard de la sécurité. Il y a des enjeux également de connaissance du patrimoine de la DIR Ouest, en temps réel, avec les équipements dont on va parler tout à l'heure. Et ces problématiques se traduisent par une infrastructure sur laquelle on reviendra également tout à l'heure, qui est assez complexe et qui se travaille au travers de cas d'usage. Alors, si je peux aborder 30 secondes les cas d'usage. Voilà, donc les cas d'usage qui intéressent la DIR Ouest, parce que la DIR Ouest est concernée pas uniquement par de l'interurbain. On ne raisonne pas comme certaines agglos qui sont concernées par exemple par des carrefours à feu. Donc on a des cas d'usage qui sont par exemple les cas chantiers. Quand nos agents sont sur la route, on a besoin d'informer les usagers de la route et de mettre en sécurité nos agents. Donc on a besoin de l'information en temps réel pour informer de la survenance d'un danger, d'un chantier à proximité et d'une intervention, par exemple, en viabilité hivernale. Quand il y a un salage, quand il y a une intervention dans le cadre de la viabilité hivernale. Un autre cas d'usage qui est très important également, c'est celui qu'on appelle le C3, qui est un cas d'usage qui permet d'envoyer un message variable à l'usager de la route et même à des véhicules connectés, comme peuvent l'être les transports en commun, pour leur dire par exemple que sur l'arrivée sur l'agglomération de Rennes, il y a une congestion. Donc ça permet aux chauffeurs de car de trouver un itinéraire alternatif pour éviter la congestion. Ça, c'est un deuxième cas d'usage. Et vous avez les cas plus classiques que vous allez retrouver sur des applications smartphones bien connues dont je ne citerai pas le nom, que ce soit des accidents, des obstacles sur la route, une chaussée glissante. Voilà, ce sont des cas d'usage très très classiques qui nous concernent de prime abord pour justement informer l'usager en temps réel et lui dire attention, sur notre réseau, il y a des difficultés qui vont survenir et ainsi s'assurer que tout va bien se passer. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Ok, merci Greg. Donc effectivement, tu as parlé aussi d'usage en lien avec les transports en commun, avec finalement l'intermodalité, ce qu'on va appeler plus généralement les smart cities. Il y a aussi des sujets autour du véhicule autonome, puisque la communication en est un élément finalement assez essentiel. Pour le rendre autonome, il s'appuie aussi sur des informations qui proviennent de l'extérieur et qui consolident. André, tu peux peut-être compléter aussi avec ta vision d'autres usages des CITS. Oui, bien sûr. Donc effectivement, là, on a discuté des cas d'usage sur l'interurbain. Mais comme il a déjà indiqué, il y a également l'urbain. Et donc en urbain, c'est essentiellement de l'échange de données qui va se faire entre un feu tricolore, un ensemble de feux tricolores et donc les véhicules pour pouvoir fournir des cas d'usage différents et innovants par rapport à ce qui existait avant. Donc par exemple, il y a le cas d'usage qui s'appelle GLOSA, qui est un des plus connus actuellement en urbain, qui veut dire Green Light Optimal Speed Advice, donc conseil de vitesse au franchissement du feu vert. Donc grosso modo, le feu va nous indiquer sa couleur et le temps au changement. Et nous, avec le véhicule, par rapport à la position, la vitesse et le temps donc, du passage au rouge ou au vert ou du vert au rouge, on va pouvoir dire au conducteur, si vous ralentissez par exemple à 34 km/h, quand vous arriverez au feu, le feu il sera vert. Comme ça, vous n'arrêtez pas bêtement au feu, donc moins de CO2, moins de congestion, etc. Donc ça, c'est un exemple en urbain qui fonctionne bien, qui se déploie pas mal au niveau de la France et de l'Europe. Il y a aussi tout ce qui est priorité. Véhicules prioritaires. Donc ça aussi, ça marche pas mal aujourd'hui, où ça va être ou un bus qui est en retard, qui va demander la priorité, et pareil par les ITS coopératifs. Il a un boîtier embarqué, il fait la demande au contrôleur de feu, qui lui va donc du coup changer la couleur du feu pour pouvoir lui permettre de passer le feu vert, donc uniquement quand il est en retard. Ou un véhicule de police, véhicule de pompiers qui met sa sirène et du coup automatiquement va également demander la priorité. Donc ça, c'est des cas d'usage qui existent en urbain.
Souvent, les villes, ce qui les intéresse aussi, c'est l'intermodalité pour passer en fait du véhicule au transport en commun. Donc, il y a des cas d'usage autour du park and ride, par exemple, où on va indiquer au chauffeur, enfin au conducteur, quand il passe à côté d'un parking de tram, on va lui dire déjà le nombre de places de libre pour qu'il soit rassuré et qu'il puisse mettre sa voiture au parking, et aussi lui faire un temps de parcours entre le parking en question et le centre-ville, par exemple, pour qu'il puisse dire, tiens, si je prends le tram, du coup, ça me prendra moins de temps, ou en tout cas pas beaucoup plus de temps que si je prends la voiture. Donc du coup, pareil, moins de CO2 et moins de congestion dans les villes. Donc quelques exemples de cas d'usage en urbain. Ok, merci, c'est clair. Alors, je vais profiter de la présence d'un exploitant routier, Guirec, encore une question pour toi. Dans le cadre de la DIRO, concrètement, quel type d'équipements sont installés, sont réellement déployés aujourd'hui, et est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres? L'infrastructure CITS à la DIR Ouest est assez conséquente, puisqu'à l'origine du projet, on avait mis en place environ une centaine d'UBR. Alors les UBR, ce sont des unités bord de route, ce sont des relais que vous allez trouver. Alors ce sont des petits boîtiers qui passent complètement inaperçus, que vous allez trouver soit sur des potents, soit sur des mâts en bord de route. Et donc elles sont réparties sur environ 450 km de notre réseau. Donc aux alentours de Rennes, sur Nantes, en allant donc de Nantes à Brest. Donc ces UBR, donc au nombre d'une centaine, inclut également, parce que c'est quand même, je parle de la DIR Ouest, mais c'est un site partenarial. Donc il y a des UBR qui viennent du CD22, des UBR qui sont du CD35 et de Saint-Brieuc agglomération. Donc au total, ça fait entre 102 et 110 UBR. Parallèlement à ça, vous avez les véhicules embarqués. Donc on appelle nous les UEVG, ce sont les UEV gestionnaires, donc ce sont les véhicules qui sont utilisés par nos agents. Donc ça peut être du véhicule léger, ça peut être du fourgon utilitaire, ça peut être du véhicule lourd, hein, comme un camion, une saleuse, etc., qui embarque un matériel, donc on y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc là, on a commandé à l'origine du projet environ 200 boîtiers embarqués, donc couplés à des tablettes. Donc c'est quand même assez considérable. Aujourd'hui, on est en phase d'expérimentation sur 2 de nos centres. Et ça concerne environ une vingtaine de véhicules, qu'ils soient VL ou fourgons utilitaires, et sur on va dire une cinquantaine d'UBR sur les deux sites. Parallèlement à ça, il est important de signaler que tous ces équipements-là communiquent entre eux. La plupart d'entre eux, on va dire, communiquent en mode cellulaire. Donc pour ça, on a embarqué dans les UBR des cartes SIM. Dans les UEVG aussi, on a des cartes SIM. Et on a fait un état de la consommation. Alors, elle ne reflète pas un mode d'exploitation, parce qu'on n'est pas encore en mode d'exploitation. Mais là, sur le mois d'octobre, par exemple, dans le cadre d'une expérimentation, les UBR et les UEVG ont consommé en gros 500 gigas de données. Donc il y a eu un flux quand même considérable de données. Et ça nous a posé question parce que une UBR, par exemple, qui est, on va dire, passive, donc elle reçoit quand même des événements de notre cœur CITS, hein, qui est la plateforme, et on va y revenir tout à l'heure. Elle discute à raison d'environ 4 gigas par mois, ce qui est quand même assez considérable. Donc c'est des échanges techniques essentiellement, des échanges de métriques et ce qu'on appelle nous des keep alive, c'est-à-dire que la plateforme CITS va interroger l'UBR pour savoir si elle est là. L'UBR va répondre. Donc il y a des questions à se poser sur le flux de données et sur le type d'APN de communication qu'on va utiliser, parce que là on est dans le cadre d'un marché national, on a pris des forfaits APN public, Bouygues, sans faire de publicité, et donc on a des forfaits à 25 gigas par mois de data uniquement. Voilà, et donc c'est assez consommateur. Et juste pour terminer, sur une UEVG par exemple, dans le cadre de l'expérimentation, donc là on a envoyé des événements routiers, hein, donc ils ont été un certain nombre, et là quelques UEVG ont dépassé le forfait, donc on était à 25 gigas sur le mois, et là c'est pareil, ça pose question. Alors on était encore une fois dans le cadre d'une expérimentation, on n'est pas en mode réel, donc c'est pas pareil. Là on avait un pic de charge pendant 15 jours, 3 semaines, donc on verra en production, mais là c'est quand même des indicateurs assez forts pour nous poser des questions sur ce qu'il faut et comme forfait et sur la consommation, quoi. Voilà.
Ok, du coup, finalement, ce que tu dis, Guérec, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'un objet communicant, enfin le V2X ou le CITS, mais finalement c'est une multitude d'équipements qui sont interconnectés entre eux, qui s'interfacent avec, dans ton cas, avec le système d'information de la Dir West. Et justement, alors j'ai une question pour Arthur ou Guirec, c'est celui qui veut répondre, peut-être tous les deux. Quelle complexité est-ce que ça engendre justement d'interfacer cette chaîne de nouveaux équipements OSI déjà en place? Alors, en fait, déjà, si on prend, pour voir la complexité que ça représente, un exemple concret, en I2V, donc infrastructure tout véhicule, un scénario, on va dire, concret, c'est un collègue de Guirec à la Diro qui est devant ses écrans, qui voit ce que voient les caméras sur la route et il détecte qu'il y a un accident. Accident, embouteillage, animal, enfin voilà, un événement. Il va utiliser un premier outil qu'on appelle le SAGT qui va lui permettre de déclarer cet événement. Ce premier outil va créer un premier message, le message d'ATEX, pour ceux qui connaissent, qui va contenir un certain nombre d'informations, mais ce n'est pas encore ça qu'on reçoit lorsqu'on est en bout de chaîne au niveau du véhicule. Volkswagen par exemple qui passe sur la route, ce n'est pas ça qu'ils vont recevoir. Donc ce DATEX il sort du SAGT, on est vraiment au niveau le plus haut, donc la déclaration. En dessous, on a la plateforme dont parlait Guirec, qui est encore, on reste dans l'infrastructure d'Hiro. C'est un serveur qui va faire un traitement sur ce message d'ATEX et voilà, faire du map matching, faire un travail sur la durée de validité de l'événement. En tout cas, voilà, elle a plusieurs tâches à faire sur ce message pour sortir un message modifié qui, lui, va être distribué à 3 types de systèmes. Donc, les unités de bord de route dont parlait Guirec, donc on envoie ça aux antennes qui vont traduire, encore une fois, donc 3e type de message en message CITS. Cette fois, ça, c'est broadcasté en G5 et ça sera compris par les véhicules. Donc on est enfin au bout de la chaîne. On refait SAGT, plateforme, cette fois véhicule gestionnaire. Le véhicule gestionnaire, il va faire quasiment comme l'UBR, il va traduire et envoyer au véhicule autour. Et la 3e chaîne, c'est SAGT plateforme, cette fois nœud national. Donc c'est un serveur géré par le ministère qui, lui, cette fois, fait du cellulaire. Donc pour faire du end-to-end, donc du SAGT de la déclaration jusqu'à l'affichage dans le véhicule, on a déjà 5 systèmes différents. Le SAGT, la plateforme, les UBR, les véhicules gestionnaires, le nœud français. Tout ça pour finalement un cas, on va dire, relativement classique. Si à ça, on rajoute tous les cas d'usage dont parlait André, les feux, les passages à niveau, les parkings connectés, l'application smartphone, ça fait en fait un écosystème vachement complexe. On pensait pouvoir projeter, donc si on avait juste pu mettre le schéma, pas besoin de mots, hein, vous avez vu que c'était quand même assez monstrueux. Il y a énormément de systèmes différents. Et là, je vais laisser la parole à Guirec, c'est que ça s'inscrit chez des gestionnaires routiers dont le métier existe déjà. Ils ne repartent pas de feuilles blanches et il faut intégrer les CITS à quelque chose déjà d'existant. Oui, c'est vrai que le cœur de métier de la Dir West, c'est quand même la gestion, donc opérateur routier, hein, donc entretien et modernisation du réseau et gestion du trafic, depuis la disparition des centres régionaux d'information que tout le monde a connu, hein, avec le CNIR. Donc on a repris ce métier-là, donc on a une salle d'exploitation avec des opérateurs routiers qui gèrent donc 24/24, 7/7 les événements routiers. Donc les CITS sont venus rajouter une couche dessus qui, sans revenir sur les problématiques et les enjeux dont je parlais tout à l'heure, viennent apporter une information supplémentaire en temps réel. Pour mettre en place cette infrastructure CITS, donc il a fallu qu'on déploie environ une quinzaine de serveurs. Alors, sur ces 15 serveurs, je ne vais pas rentrer dans le détail, on a 2 environnements. Hein. On a un environnement de production, on n'est pas encore en production, mais un environnement de test. Et donc sur cet environnement de test, on a déployé une dizaine d'UBR, le reste étant des UBR de production. Donc on a donc un environnement qui nous permet d'effectuer nos tests de validation. Tous ces éléments-là englobent la plateforme, donc c'est l'intelligence CITS. Donc vous avez la partie supervision des UEVG, vous avez la partie supervision des UBR, et la plateforme communique avec tous ces éléments-là, et notamment le nœud national dont parlait Arthur, qui est vraiment le maître à penser du territoire national. Et donc ces éléments-là causent tous soit en cellulaire, soit en LAN, soit en mode VPN évidemment, pour sécuriser les infos. Et en parlant de sécurisation,
il est important de dire que cette couche-là, il ne faut absolument pas l'oublier. On ne l'a pas oublié d'ailleurs au niveau national et européen. On a donc introduit cette notion de PKI, infrastructure à injection de clés, mais peut-être qu'Anita pourra en dire tout à l'heure deux mots. Et on descend comme ça au niveau national et au niveau local avec une politique de sécurité des systèmes d'information qui met en place une sécurisation des différents éléments, que ce soit des UBR, que ce soit des UEVG, que ce soit notre infrastructure, et évidemment en collaboration avec les fournisseurs de nos équipements. Voilà, donc ça, c'est vraiment une complexité qui est vraiment pas simple à gérer. Et ça nous pose, nous, opérateurs routiers, on va dire intégrateurs de solutions, parce que quand on reçoit une nouvelle version, que ce soit des UBR et des autres briques, on est dans l'obligation d'effectuer des tests, pas forcément unitaires, mais en tout cas de chaîne complète, pour vérifier si cette version-là n'a pas de problème et s'intègre bien dans la solution complète. Et donc c'est pour ça qu'on s'est appuyé sur la société Viveris et leur expertise dans ce cadre-là, parce que nous, on n'a pas du tout cette expertise du monde CITS et les technologies appliquées à ce monde-là. Voilà, donc... Oui, merci. Alors, je vais essayer d'avoir une vue un peu d'ensemble, parce que là, on a pas mal focalisé sur l'expérience de Dear West, qui est une belle expérience. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites ces dernières années. Au-delà de la Dear West, je me pose la question de où est-ce que nous en sommes réellement sur les déploiements de ces systèmes. Est-ce qu'Anita, tu peux donner ton point de vue, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Donc, bonjour à tous. Je dirais qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase de transition intermédiaire. Les premiers services matures ont déjà été déployés ou sont en passe de l'être. Depuis cette année, donc, certains gestionnaires délivrent du service. Et puis, ils le font soit via ITSG5, soit via l'application Coupits. Mais voilà, on peut être fier et content qu'il y a déjà du service. Nous disposons aussi d'une PKI qu'on appelle au niveau L1 européen, ce qui nous permet d'être interopérable avec d'autres pays européens, notamment l'Allemagne et l'Autriche, qui sont aussi des pays précurseurs. Et puis, comme certains d'entre vous doivent le savoir déjà, donc, on a déjà des premiers véhicules de série qui délivrent ce type de service, notamment Volkswagen avec sa Golf 8. Même si c'est pour un nombre limité de cas d'usage pour l'instant, mais on a bon espoir que ça ira en s'agrandissant ce nombre. Et donc voilà, tout ça, ça nous fait penser qu'on va vers une industrialisation de ces services et un déploiement à grande échelle, même si des questions d'ordre technique restent encore à résoudre, notamment pour autour des questions de précision de la géolocalisation ou de niveau de qualité de la donnée. Et en France, en fait, ces services, on les a déployés, on les a développés et ensuite testés dans le cadre des projets européens pilotes tels que Scoop, Sea-Roads France, Intercore. Et puis, ces services ont été harmonisés au niveau de la Sea-Roads Platform, au niveau européen. Ça a mis un peu de temps pour que la Sea-Roads Platform, ce processus se mette en place et que la Sea-Roads Platform atteigne sa vitesse de croisière, mais on peut dire que ça roule maintenant. Et puis, donc, comment ça se passe concrètement? Donc, les pays, ils développent, spécifient, développent et testent des cas d'usage dans le cadre des projets européens. Et une fois qu'ils sont suffisamment matures, on les remonte à la Sea-Roads Platform. Donc, ils rentrent sur ce qu'on appelle dans un pipeline européen pour discussion et arbitrage. Et voilà, c'est un processus on fait ça tous les 3-6 mois, et donc c'est un processus itératif. Dès qu'on développe des nouveaux cas d'usage, on les envoie, on les remonte, et ainsi de suite. Et donc, actuellement, il y a de nouveaux services qui sont spécifiés, qui sont en train d'être développés ou testés. En France, ça se passe désormais dans le cadre notamment du projet Indeed, qui a pris le relais des projets Scoop et Sea-Roads France. Et puis, on peut être aussi fier qu'au niveau de la France, la France est un pays précurseur et qui appuie beaucoup le travail qui se fait au niveau européen. La France a piloté la Sea-Roads Platform pendant de nombreuses années, continue à piloter différents working groups. Donc, on est pas mal en pointe sur les CITS. André, tu voulais peut-être réagir, compléter cette réponse? Ouais. Non, d'abord, je voulais quand même juste dire que c'est vrai que c'est compliqué. Je suis d'accord, la chaîne complète est très compliquée pour déployer les CITS, etc. Mais bon, ça fonctionne quand même. C'est pas non plus irréalisable.
c'est compliqué, mais il y a quand même des procédures qui sont en place qui permettent de déployer. Et il y a des villes ou des autoroutes où ça fonctionne réellement aujourd'hui avec des usagers qui reçoivent l'information, qui s'en servent tous les jours, notamment en urbain, à travers d'applications, comme disait Anita, sur Copits ou même CTD Mobilité Connectée. Il y a certaines villes qui sont couvertes entièrement au niveau des CITS et qui fonctionnent aujourd'hui. Mais bon, je suis effectivement quand même aussi d'accord qu'il y a des soucis au niveau d'un passage en production, parce que comme il y a différents éléments dans la chaîne, il suffit qu'il y en ait une qui soit mise à jour et pas l'autre. Du coup, il y a un problème de compatibilité, d'interopérabilité qui fait que derrière, oui, il faut faire un test chaîne complète à nouveau sur l'ensemble de la chaîne pour que ça fonctionne. Donc c'est vrai que ce que je voulais rajouter, effectivement, c'était que ce qui peut être pas mal peut-être, c'est à un moment ou un autre d'arrêter de faire des évolutions sur ce système-là pour dire on déploie un système qui, on sait, fonctionnel, avec des cas d'usage qui sont aujourd'hui intéressants. Rien que les cas d'usage pour un véhicule, un patrouilleur mobile par exemple, qui peut sauver des vies. Parce que dire qu'un patrouilleur mobile est en fonctionnement et donc qu'un camion qui arrive derrière est au courant et va ralentir parce qu'il reçoit cette information-là, rien qu'aujourd'hui, ça peut sauver des vies. Donc déjà, fixer un truc qui dit ça fonctionne et on arrête de mettre à jour les logiciels pour avoir des cas d'usage qui fonctionnent réellement, je pense que ça peut être pas mal à rajouter un peu dans la chaîne de déploiement, de développement qu'on met en place actuellement au niveau des CITS. Les prochaines étapes, c'est bien, mais déjà arriver à stabiliser et déployer ce qui existe. Oui, ce que j'entends, c'est que l'Europe pousse beaucoup, notamment assez récemment avec l'acte délégué. Tu peux, Anita, peut-être en toucher un mot? Oui, tout à fait. En fait, je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais la Commission, donc, elle impulse. Pardon. Merci. Oui, donc la Commission, elle a impulsé, elle continue à impulser beaucoup le développement et le déploiement des CITS à court moyen terme. Et donc il y avait notamment donc, le projet d'acte délégué de 2019 qui impulser le déploiement rapidement de ces nouveaux systèmes, nouveaux services, sans faire de choix technologiques a priori, pas d'arbitrage entre le ITSG5, le LTE, V2X ou la 5G, mais tout en bénéficiant d'ores et déjà des technologies matures et existantes. Ce qui aurait donné de facto une longueur d'avance à l'ITSG5. Cet acte délégué, il avait le mérite de fixer un cap et de donner un cap et de fixer un cadre. Du coup, son rejet à l'été 2019, je pense qu'a quelque peu freiné ces dynamiques, en tout cas pour certains acteurs qui étaient prêts à s'engager dans un déploiement de l'ITSG5. Mais toutefois, il y a eu aussi, donc suite à ce rejet, il y a eu des initiatives volontaristes qui ont été prises par certains acteurs qui ont signé le CITS Deployment Statement à la fin de 2019 et donc ils sont engagés à continuer à déployer, à avancer et à déployer les systèmes CITS sur la base des technologies existantes et matures, pas que l'ITSG5, mais ITSG5 aussi. Ce qu'il faut aussi souligner, ce qui est important de dire, c'est que malgré le rejet de l'acte délégué, la Commission a toutefois déployé et mis en place les équipements pour la sécurité qui étaient prévus dans l'acte délégué et la gouvernance associée qui va avec, en fait. Et donc, elle a notamment mis en place ce qu'on appelle le EU CCMS, le EU Security Credential Management System. Il est composé de plusieurs éléments, donc il est composé de ce qu'on appelle du CIPOC, du TLM, de l'ECTL et du URCA. Je pourrais éventuellement détailler plus tard si vous le souhaitez ces éléments, mais en tout cas c'est ce qu'on appelle globalement la PKI européenne. Et donc on voit que malgré le rejet de l'acte délégué, il y a quand même eu des choses qui ont été faites et qui continuent à être faites et ça apporte ses fruits d'ores et déjà. Ça, c'est sur ce qui s'est passé. Après, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je pense qu'il y a une attente autour du déploiement de la 5G pour redéfinir les domaines de pertinence de ces différentes technologies et de définir les stratégies de déploiement associées. Et voilà, donc la 5G, on sait qu'elle n'est pas encore là tout à fait. Elle sera là probablement déployée dans les grandes villes à l'horizon 2025. Et pour la 5G V2X, probablement au-delà du 2025.
Donc, on est, comme je l'ai dit, dans cette phase intermédiaire où finalement on ne s'est pas engagé pleinement sur la voie de l'ITS G5 et en même temps la 5G elle commence à arriver mais elle n'est pas encore tout à fait là. Et donc on attend. Je vais rebondir là, sur tous ces acronymes technologiques que tu viens d'évoquer. Enfin, pas sur tous, je vous rassure. Mais on entend beaucoup parler de différents réseaux de télécommunications pour les CITS. Anita, tu viens de parler de 5G, de G5. Tout à l'heure, on parlait de cellulaire. Donc, je pense que derrière, Guirec, tu parlais de la 4G. Il y a donc le V2X, le CV2X, bon, beaucoup d'acronymes. Est-ce que l'un de vous, André, peut-être, pourrait nous essayer rapidement, parce que ça peut être très long, mais de nous préciser un peu de quoi on parle entre G5, 5G, 4G. Bon, ouais, je vais essayer, effectivement. Mais historiquement, c'est effectivement le ITS G5 il n'y avait que l'ITS G5 qui existait au niveau des CITS. Et donc ça fait 15 ans qu'on connaît cette technologie-là. Donc c'est un genre de Wi-Fi, en fait, c'est une sous-porteuse du Wi-Fi. Donc 802.11p qui est utilisée pour ça. Et donc c'est cette technologie-là que les industriels et les États, etc., ont travaillé depuis 15 ans. Ça permet la communication donc directe entre deux véhicules. C'est du Wi-Fi en fait entre deux véhicules. Ou alors avec l'infrastructure, pareil en direct, avec on va dire qu'on peut capter jusqu'à 500 mètres, voire plus, dépendant des conditions. Donc, et à ça, on rajoute la 4G si on a besoin, par exemple en ville, quand l'ITS G5 n'est pas nécessaire, pour arriver à communiquer également directement avec un serveur. Bon, ça, c'est deux technologies qui ont été déployées, qui fonctionnent, qui ont été testées, etc., depuis 15 ans, et qui étaient dans l'acte délégué, effectivement, de 2019, et qui permettent aujourd'hui de déployer à grande échelle, si on le souhaitait en tout cas, ou si les gouvernants disaient « OK, on y va ». Aujourd'hui, parce que ça fonctionne et tous les protocoles existent, ça a été testé, etc. Et maintenant, effectivement, il y a des nouvelles technologies dont on parle là, qui sont donc le CV2X, qui va intégrer donc d'un côté la 5G un jour, et de l'autre côté donc la partie CV2X, donc PC5. Donc, ça veut dire que grosso modo, la 5G pour les CITS remplacerait ce qu'il y a aujourd'hui donc en 4G et en CITS et en ITS G5, et le PC5 lui va remplacer vraiment la connectivité Wi-Fi. Alors c'est une nouvelle technologie qui remplace les anciennes. Bon, les gens de téléphonie disent que c'est l'avenir et qu'il faut utiliser celle-là parce que l'autre technologie est plus ancienne. Sauf que pour l'instant, comme disait Anita, elle est toujours en expérimentation. Il y a encore plein de choses à faire autour. Côté 5G, effectivement, c'est pas avant 2028 ou même peut-être plus. Et comme je disais tout à l'heure, pourquoi déjà travailler sur ces nouvelles technologies-là alors que les anciennes, elles fonctionnent même apparemment mieux d'après les tests, et qui permettrait de déployer en fait à grande échelle aujourd'hui cette technologie-là et donc du coup faire quand même des économies de CO2 et de vie. Et puis on verra bien effectivement dans 5, 6, 7 ans quand la 5G ou autre fonctionnera réellement. On pourra toujours faire une mise à jour de ces systèmes-là à ce moment-là. Donc voilà, j'essaie de résumer les deux technologies. Les deux sont équivalentes, juste voilà, une qui existe aujourd'hui et l'autre qui est en train d'arriver, et les deux sont compatibles effectivement. Et une devrait remplacer l'autre, ou la première sera peut-être jamais déployée et on attendra la deuxième. Ou encore une fois, si on attend la deuxième, ça veut dire que pendant 5 ans, 10 ans, il n'y aura pas de véritable déploiement de ces systèmes-là qui ont quand même un atout, une raison d'être des CITS. Pouvoir communiquer comme ça entre les véhicules et avec l'infrastructure en direct, au niveau de l'information routière, il y a quand même un intérêt important, je pense, pour sauver des vies et pour le CO2. Ok, je vais essayer d'être rapide parce qu'il nous reste 10 minutes pour la suite. Donc je comprends qu'il y a plusieurs technos qui sont en concurrence. Maintenant, je me pose la question si je développe un système CITS qui intègre tous ces médias de communication courants aujourd'hui. Alors j'ai bien compris qu'il y en a un qui n'est pas encore tout à fait mature, on va dire, pas complètement prêt. Donc au-delà de l'interopérabilité technique, est-ce qu'il y a aussi une dimension d'interopérabilité fonctionnelle ? En fait, quelle que soit la technologie qu'on choisit, il y a quand même le contenu de ce qu'on s'échange qui va compter. Et si on n'est pas capable de se comprendre entre Français ou entre Français et Allemands ou entre gestionnaires et constructeurs automobiles, on va avoir des soucis en fait. Et alors on part pas de zéro. Il y a pas mal de standards ISO ou ETSI qui décrivent les messages CITS, DENM, IVI, SPAT, MAP. Enfin, il y en a vraiment beaucoup.
qu'on part pas de zéro, mais les standards, ils donnent un cadre général. Ils ne vous permettent pas d'implémenter directement. Vous êtes obligé de rajouter une surcouche, donc une couche de spécification. Et le problème, c'est que tout le monde ne part pas de la même spec. Les intérêts d'un gestionnaire ne seront pas forcément les mêmes chez Renault, chez Volkswagen. Donc il y a un moment où par contre il va falloir que tout le monde se mette autour de la même table et discute. C'est mieux si on le fait avant de développer, sauf que là, vu comment c'est parti, il y a Volkswagen qui a déjà sorti sa Golf 8, comme le disait Anita. Ils sont en France, ils roulent peut-être en ce moment même au niveau de la Diro, sauf qu'il y a des champs qui sont définis comme optionnels au niveau des standards, qu'on a décidé de ne pas émettre. C'est un choix, c'est ni un mauvais ni un bon choix. Le seul problème, c'est que Volkswagen, s'ils ne le reçoivent pas, ce champ, ils rejettent le message. Voilà, ça pourrait être aussi simple que de se poser une table et de dire on le met ou on le met pas, sauf que derrière, il y a aussi des discussions de financement qui modifient son développement pour matcher le développement de l'autre. Voilà, ça fait des discussions au niveau européen entre... déjà, les Français essayent de se mettre d'accord avec les autres Européens, les Européens essayent de se mettre d'accord avec les constructeurs automobiles. Ça fait des discussions assez animées, qui parfois sont techniques et parfois sont plutôt financières ou politiques, quoi. Oui, j'imagine que tout est mêlé. Tout à l'heure, je crois que c'est Anita qui parlait on n'était pas encore en production réellement. D'ailleurs, c'était confirmé également par Guirec. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'accent, les travaux, il est mis spécialement sur la mise au point, la validation, l'intégration. Sur le terrain, on en est où? Comment ça se passe? Ouais, je vais J'ai l'impression que tu veux garder la main. Pour la validation, c'est un peu un sujet compliqué parce que, comme l'a dit Guirec, typiquement, Guirec, il doit recéter. Son fournisseur lui livre une brique ITS, donc soit une UBR, soit un véhicule gestionnaire, l'unité à mettre dans le véhicule gestionnaire. Et en fait, Guirec, c'est pas son métier de valider, donc il sait pas comment s'y prendre. Il nous a appelé donc Viveris pour s'en occuper, mais tous les partenaires ne le font pas et on a vraiment beaucoup d'acteurs différents, des gestionnaires. Sur le projet, il y a des universitaires, des chercheurs, dont le cœur de métier n'est pas forcément la validation. Et pour mettre en production, il y a quand même un moment où il faut qu'on soit sûr que le service il sera assuré. Donc une des problématiques, c'est ça, c'est que les acteurs ne sont pas forcément du métier. Ensuite, il y a la répartition des ressources. On est beaucoup sur le projet, mais il y a tellement de cas d'usage, comme disait André, il y a tellement de cas d'usage. Certains veulent qu'on travaille beaucoup sur les péages, mais dans la Dire Ouest, il n'y a pas de péage, donc ce n'est pas un cas d'usage intéressant. Autre chose, il y a ceux qui sont intéressés par le long terme avec les véhicules autonomes, qui arriveront ou n'arriveront pas, ça c'est pas la question. Mais en tout cas, voilà, il y a ceux qui sont vraiment très long terme et ceux qui sont aujourd'hui, Volkswagen roule sur nos routes et on n'est pas capable, en partie capable de leur envoyer des messages, mais pas tous. Donc voilà, la vision court terme, la vision long terme, ça pose des problèmes. On a du mal à valider. On est dans les temps, mais on est vraiment, on n'est pas en avance et valider, arriver en production, c'est pas facile. Ok, merci Arthur. Je vais, pour finir, et laisser un petit peu de place aux questions tout à l'heure, si on peut. Je vais remonter un petit peu d'un cran. Tout à l'heure, je crois que c'est toi, Anita, qui parlait des projets européens, Scoop, Siro, d'Intercore et d'autres. Ouais. Donc il y a une dimension européenne à tout ça. Donc il y a déjà une complexité nationale. Tu disais, Arthur, une complexité pour s'entendre avec les Européens, avec les autres. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce que même si l'Europe, finalement, elle est très motrice sur le sujet, mais quel impact a l'Europe sur les projets et quelles difficultés finalement supplémentaires ça apporte? Très bien. Tu le dis fort bien, l'Europe, elle impulse beaucoup et j'aimerais quand même qu'on se dise ça aussi. Elle intervient vraiment à plusieurs niveaux et je pense que sans l'Europe, on ne serait pas tout à fait aujourd'hui là où on en est. C'est-à-dire que l'Europe, déjà, elle impulse à travers toutes ces lois et directives, donc notamment la directive ITS de 2010 que certains d'entre vous connaissent et qui est en cours de révision. Il y aura une nouvelle version qui va sortir bientôt. Elle impulse à travers les financements des projets européens et le fait depuis fort longtemps. Et d'ailleurs, la nouvelle génération des projets CEF pour la période 2021-2027 qui a démarré, on a eu le premier appel à projet qui a été publié en septembre et il prévoit aussi des financements pour toujours des projets d'études et des projets pilotes, mais aussi du déploiement des systèmes
CITS. Et il le fait aussi, donc, comme je l'ai dit, je ne m'attarderai pas plus là-dessus, à travers les systèmes et l'architecture qu'elle met en place à son niveau, notamment la PKI européenne. Mais c'est vrai aussi que le travail d'harmonisation qui est mené au niveau européen par différents acteurs, je vais les citer rapidement, la CIROS Platform, le Car2Car Consortium, l'ETI, le CITS Expert Group, le DATEX2, 3GPP, etc. Il y a plusieurs entités, organismes qui travaillent sur tous ces sujets. Ça aboutit aussi de temps en temps à des nouvelles normes, des nouveaux règlements, un nouveau cadre. Et ça a été le cas notamment pour tout ce qui concerne la sécurité, la security policy et la certificate policy. Ça arrive aussi parfois sur les cas d'usage, sur la définition fonctionnelle ou sur les spécifications techniques des cas d'usage, suite à toutes ces discussions aussi avec les constructeurs automobiles, etc. Et donc, et parfois suite à des discussions avec des organismes hors Europe, tels que le I3E, SAE, etc., qui, du coup, on met à jour les normes, les spécifications, les règlements. Du coup, ça a amené notamment certains pays de la première heure à devoir faire évoluer, mettre à jour leur système pour s'aligner sur ces nouveaux standards. La France l'a fait en 2021 pour ces systèmes, elle les a fait migrer. C'était, je pense, une mise à jour assez importante. On peut espérer que les prochaines seront plus légères puisque on commence déjà à être sur des systèmes un petit peu plus matures, plus rodés. Et on le comprend aisément, ce sont des systèmes qui sont encore jeunes, donc c'est normal d'avoir des mises à jour et des modifications encore assez importantes. Mais voilà, je pense que on est sur la bonne voie de ce point de vue-là et on peut quand même se dire que c'est quand même indispensable de le faire parce qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui d'avoir des véhicules qui circulent uniquement en France et qui ne soient pas interopérables avec d'autres, quand elles vont à l'étranger, qu'elles ne puissent pas communiquer et assurer les mêmes services. Et au moins au niveau européen, voire au-delà des frontières européennes, donc on a tout intérêt de jouer cette carte de l'interopérabilité. Okay. Tu veux dire quelque chose, André? Non, c'est bon, ok. Dernière question, mais en 1 minute, Anita, ça va pas être facile. Donc on parle de projets, on a compris, c'est des projets qui sont globaux, des projets de mobilité très importants. Ce qui veut dire qu'il y a aussi une difficulté supplémentaire, c'est leur gouvernance. Est-ce que, et là je me tourne vers toi à nouveau, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les particularités de ce type de projet? Alors, je vais essayer d'être donc en effet rapide. Ce que je peux dire, c'est qu'en effet, moi, j'imagine pas le déploiement de ces services en dehors d'une gouvernance adaptée à tous les niveaux et impliquant tous les acteurs concernés. Parce que jusqu'en 2019, les principaux acteurs, c'était surtout l'État, les DIR, les concessionnaires routiers, les constructeurs et puis les différents fournisseurs de solutions. Avec le développement des nouveaux cas d'usage, des nouveaux services pour les transports en commun, les navettes autonomes, les piétons et les usagers vulnérables, les 2 roues, on rentre dans une nouvelle phase. En fait, les CITS se rapprochent des métropoles, elles rentrent au niveau des villes, du cœur des villes. Et on le voit aussi à travers les projets européens. Et depuis 2020, plusieurs métropoles s'intéressent à ces services et participent activement dans les projets CIROS France et Indeed. Aussi au niveau de la CIROS Platform, il y a un Urban Working Group qui a été mis en place et qui rassemble les métropoles. Donc on voit bien que les métropoles rentrent dans cet environnement et s'intéressent aux CITS. Mais pour les embarquer dans les CITS, il y a aussi quand même pas mal de sujets qui s'ouvrent à nous, des questions organisationnelles, humaines, techniques, de modèles économiques, sans sous-estimer aussi la dimension politique, puisqu'il va falloir que les élus vendent ces services à leurs administrés et pour qu'ils investissent dans ces systèmes-là, il va falloir que les usagers, qu'on montre aux usagers la valeur ajoutée de ces services par rapport aux autres services existants aujourd'hui sur le marché. Voilà. Donc après, je l'ai dit que la gouvernance elle commence à être de plus en plus structurée au niveau français et européen. On a les premiers constructeurs qui commencent à délivrer des services. Et on a une convergence qui s'opère de plus en plus, aussi bien au niveau français qu'européen, entre le véhicule connecté et le véhicule automatisé, avec des cas d'usage dédiés aux véhicules automatisés. Et
Donc pour conclure, je dirais qu'on va vers plus de services, vers plus d'harmonisation, vers plus d'interopérabilité, vers plus de convergence aussi entre les modes de déplacement, dans lequel le véhicule connecté, qu'il soit automatisé ou non, il a une nouvelle carte à jouer, une nouvelle place à prendre éventuellement. Et on va aussi vers plus de coopération, aussi bien entre les modes, puisqu'on voit que les transports en commun vont envoyer des messages aux véhicules individuels et vice-versa, et plus de coopération entre les différents acteurs de cet écosystème. Ok, alors en 10 secondes, pas plus. Juste pour finir, vous l'avez compris, il y a plein de challenges, qui soient techniques, qui soient organisationnels, qui soient liés à la complexité finalement du sujet, de toutes les interfaces qu'il y a à traiter. Et à la fin, le V2X, le CV2X ou plus généralement les CITS doivent, pour qu'ils opèrent, ils doivent communiquer entre eux. Ils doivent communiquer entre eux et être interopérables. On l'a dit plusieurs fois ce terme pendant notre échange. Et donc nous vous conseillons tous les 5 finalement, si vous souhaitez développer vos systèmes CITS, de faire appel à des consultants, des experts, des industriels, des partenaires qui ont cette expérience et qui sauront, je pense, vous aider ou en tout cas vous permettre d'aller plus vite parce qu'il y a un méandre de normes, d'éléments à intégrer et pour assurer à la fin que vous ayez en tout cas une chance d'arriver à déployer vos solutions et dans des délais raisonnables, je dirais, on vous conseille de vous entourer. On va pouvoir passer aux questions, si vous en avez. Oui, est-ce que vous pouvez prendre le micro, pardon, qui est juste derrière. Oui, bonjour, merci. Alors moi je travaille à la Croix City. Tout à fait. On a la chance de travailler avec la DIRO, pouvoir déployer des UBR. Alors je ne suis pas impliqué directement sur la partie V2X. Je partage tout ce qui a été dit, et notamment ce qui a été dit par André Perpé, bien sûr Guérec Morvan aussi, sur l'industrialisation du V2X. C'est bien, ça fait quand même beaucoup d'années qu'on expérimente. Nous, le retour sur investissement qu'on a fait, on l'attend toujours. Et on ne sait même pas qu'est-ce qu'on aura comme retour d'investissement là-dessus. Je suis d'accord, il y a des technologies qui existent, qui fonctionnent déjà bien. Le déploiement est on va dire en stand-by par rapport à des problèmes d'harmonisation européenne. Mais je pense aussi l'Europe, alors je comprends qu'il y a une harmonisation qui s'améliore, mais l'Europe devrait être beaucoup plus, on va dire, directive sur les standards à employer et sur ce qui doit être déployé et quand ça doit être déployé. Et là-dessus, je suis assez perplexe, j'avoue. Moi, mes questions, c'est quand est-ce que vous voyez une mise à l'échelle du V2X? Parce que êtes-vous V2X ready? À vous entendre, on sent qu'il y a plein de choses qui existent, mais qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à déployer. Et alors que techniquement, on l'est. Et on voit qu'il y a des problèmes. J'aimerais avoir votre avis sur quand est-ce que vous pensez qu'on va passer à une échelle industrielle du V2X en France, on va dire, et peut-être en Europe. Qui veut répondre? Parce que c'est presque politique la réponse finalement. C'est pas que technologique. J'ai donné des éléments, enfin en tout cas ça n'engage que moi, donc je ne suis pas dans le secret des dieux, donc je ne pourrais pas vous le dire, mais le fait que l'acte délégué ait été rejeté, je pense que ça a pas mal temporisé ce déploiement, et mon sentiment c'est qu'on attend que la 5G soit mature en fait. Mais ce n'est que mon sentiment, encore une fois. Vous espérez qu'après on n'attende pas que la 6G arrive, quoi. Oui, parce qu'on parle effectivement, quand on parle de 5G, il y a une partie infrastructure, une partie oui, il y a la 5G point. et la 5G V2X. En effet, c'est ce que je disais d'ailleurs, que la 5G pour nous tous, ça sera probablement déployé dans les villes à partir de 2025 à grande échelle, enfin en tout cas pas plus qu'une ville en fait, parce que par rapport aux objectifs qui ont été fixés au niveau national, et la 5G V2X fort probablement après 2025. Donc en effet,
Il y avait un travail qui a été mené fin 2018, un rapport qui a été publié, il est public dans un groupe au niveau du ministère, qui a travaillé sur plusieurs scénarios de déploiement, 4 en tout, et dont un avec un déploiement immédiat de la technologie ITS G5, pour une période, voilà, on va dire de 2020, de 2045-2050 en fait, justement pour remplir ce laps de temps en attendant que la 5G soit mature et prouvée. Pour l'instant, on le voit bien, il n'y a pas eu de décision politique prise par notre État dans ce sens-là, et par l'Europe encore moins, parce que l'acte délégué a été rejeté. Donc voilà, ce que je peux vous dire de mon côté, peut-être que les autres peuvent compléter. Avec vous, l'Europe, à mon avis, fait ce qu'il fallait, parce qu'ils ont, dans l'acte délégué, indiqué qu'il faut que ce soit les TSG5. Parce qu'effectivement, c'était mature, et du coup, allez-y, quoi. Et c'est vrai que du coup, il y a des lobbyistes de la téléphonie qui sont arrivés pour dire l'Europe n'a pas à dire quelle est la technologie à déployer. Et donc, c'est eux qui, Huawei en tête, opérateurs téléphoniques qui ont cassé l'acte délégué parce que eux, ils se voyaient enlever quand même leur moyen de communication, où il y a un abonnement. L'avantage des TSG5, c'est qu'il n'y a pas d'abonnement. Donc du coup, c'est gratuit, c'est intéressant pour tout le monde. Et effectivement, il y a eu cette petite bagarre lobbying qui s'est mise en place. Qui s'est opéré à travers certains États qui ont justement soulevé cette question un peu juridique des prérogatives de la Commission, et ce qui a amené, entre autres, à faire tomber le texte. Ouais. Maintenant, à mon avis, si un deuxième constructeur automobile, par exemple, voulait bien dire « je déploie du TSG5 », peut-être un gros, ça serait pas mal, qui suivent Volkswagen. Je pense que d'ailleurs, ça peut quand même peut-être débloquer les choses. Ça peut faire boule de neige. Hein, ça peut faire boule de neige. Ça peut faire boule de neige, oui. Là, il y en a un gros qui l'a fait, s'il y en a un deuxième. Il y a plein de petits qui attendent qu'il y en ait un deuxième qui disent oui, on y va. En français peut-être, je sais pas. Là, peut-être que ça partirait, parce que je suis d'accord, on est tous deux dans le même business, qu'effectivement, on investit énormément dans ces équipements. Et finalement, à la fin, on voit que le déploiement, ça a du mal à partir, parce que oui, on est toujours en train de faire des expérimentations, de se poser des questions, et il n'y a pas de vrai déploiement, quoi. Donc c'est compliqué. Et sachant aussi que ces technologies peuvent et sont hybridées, en fait. Donc c'est pas l'une ou l'autre, c'est pas un choix exclusif. On peut avoir les deux en fonction des domaines de pertinence. Alors, on n'a plus vraiment de temps. Par contre, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous rejoindre sur le stand E21, à côté du stand d'Orange. Voilà, pas compliqué à trouver. Et on répondra avec plaisir à vos questions. Merci. Merci à vous.